Voilà, donc on redémarre notre présentation. Donc, désolé pour les petits problèmes. Oui. Non. Nous avons toujours des problèmes. Voilà, on va y arriver. Donc, simplement au niveau du plan de la présentation, donc, nous allons essayer de travailler sur 3 points. Donc, le premier état des lieux, donc l'agriculture en Wallonie, un état de situation, vous expliquer un peu comment, enfin, vraiment la situation telle qu'elle est en Wallonie à ce niveau-là, quels sont les enjeux de l'agriculture par rapport à l'eau, et enfin, un troisième point qui concernera donc les mesures et outils, que ce soit au niveau qualitatif, mais également au niveau quantitatif par rapport à la gestion de l'eau. Alors rapidement, donc au niveau de l'agriculture en Wallonie, c'est un secteur qui est très important. Donc chez nous, par rapport à la superficie totale de la région wallonne, la superficie agricole utilisée, ça représente 42% de notre territoire, donc en 2015. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. De ce fait-là, on a un rôle important au niveau paysager, au niveau de la gestion des ressources naturelles, notamment de l'eau, et la protection de l'environnement en zone rurale, donc notamment au niveau du maintien des milieux ouverts ou les milieux semi-ouverts. Alors, au niveau de la Wallonie, nous avons un petit territoire, hein, c'est un territoire qui correspond à peu près à la zone des Appalaches chez vous, mais on a une très grande diversité au niveau des milieux, une très grande diversité au niveau des sols, du climat également, donc de l'altitude notamment, et donc on a vraiment un effet au niveau des cultures et de l'élevage, du type de culture et du type d'élevage. Alors, la superficie agricole utilisée, elle est en baisse constante, je vais dire. Alors ici, on cite un chiffre de 4,7% depuis 1990, mais si on remonte beaucoup plus loin, depuis les années 50, on a vraiment eu une baisse très importante. Mais ça, Augustin en parlera peut-être un peu plus que moi. Alors, je vous disais, au niveau de la région de la Wallonie, nous avons une très grande diversité de types de sols. Hein. Vous voyez, on a des sols qui sont plutôt sablo-limoneux, d'autres ce sont plutôt des zones plus ardennaises, notamment schisteuses, etc. Donc, on a vraiment une dizaine de types de sols et qui vont naturellement influencer à la fois les cultures que l'on peut développer, mais également l'élevage en lui-même. Donc, on voit bien ici le découpage au niveau des sols. Alors, comme je le disais, il y a une influence au niveau des cultures. Donc, si on prend le nord de la Wallonie, on a principalement des grandes cultures, c'est surtout des céréales, également des cultures industrielles type betterave, notamment la betterave sucrière pour faire du sucre. Nous avons une grande industrie à ce niveau-là. La pomme de terre, également importante chez nous. Voilà. Par contre, au sud, on va surtout avoir des prairies. On va avoir de l'élevage, donc ce qu'on appelle souvent des prairies permanentes. Au niveau de l'élevage, donc l'influence également au niveau de l'élevage, nous avons au niveau de la région herbagère de la Haute-Ardenne, donc un peu plus haut que notre zone d'action, je vais dire, principalement l'élevage de bétail pour le lait. En Famenne, en Ardennes et en la région jurassique, donc c'est vraiment la partie sud de la Wallonie, une partie de notre territoire, on produit de la viande bovine donc, pour la consommation. On a des zones d'élevage porcin qui sont assez localisées, je vais dire, dans certaines régions. Ici, on parle de région limoneuse, Condro, région herbagère, donc plus au nord également. On peut noter également que c'est qu'au niveau de notre zone d'action ici, on a eu un problème depuis maintenant 1 an et demi avec l'apparition de la peste porcine agricole, donc qui est une peste qui est portée au départ par des sangliers. Et on a dû éliminer l'entièreté de l'élevage des porcs dans la région pour éviter les problèmes notamment. On note également l'élevage de volailles, donc qui est assez localisé, mais qui est quand même important. On le verra par ailleurs. Alors ici, vous avez une carte qui en fait reprend un peu tout ce qui a été dit avant. Donc, vous avez d'abord la couleur de fond. Donc, la couleur de fond, plus ça va être rouge, plus ça va être la proportion qui est utilisée au niveau agricole, surface agricole utilisée. Donc là, vous voyez que vraiment dans le nord, au nord du sillon Sambre-et-Meuse, on va dire, on a vraiment la région limoneuse, le Condro, qui sont des zones vraiment de grande culture agricole utilisée. On voit bien que le nord est beaucoup plus utilisé. On voit également les types de cultures qui sont développés.
avec leur importance en termes de taille en fonction de la taille des ronds que vous voyez. Donc, dans le sud, on a beaucoup de prairies et dans la partie nord, on a beaucoup de cultures. Des cultures qui peuvent être assez différentes les unes des autres. Voilà. Alors, on voit également ici simplement, c'est pour vous montrer que les cultures ne sont pas stables, donc dans le sens que les cultures évoluent en fonction de différents paramètres. Et on voit ici que, par exemple, la partie prairie a tendance à diminuer. Et par contre, d'autres cultures, par exemple le maïs ou la pomme de terre, ont tendance à augmenter. Donc ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs économiques, ça peut être des facteurs de pression démographique, puisqu'on a de plus en plus des besoins en termes pour construire des lotissements, des zonings, etc. Donc il y a une certaine pression qui est liée à ça, mais il y a également tout le volet économique des différentes cultures et élevage. En parlant d'élevage, justement, en parlant de cheptel, ici, c'est un graphique qui représente en fait ce qu'on appelle chez nous les UGB. Donc, c'est un indicateur qui mesure la pression qui est exercée par un certain type d'élevage sur l'environnement. Donc, c'est quelque part, ça mesure un peu les besoins de tout type, je vais dire, pour élever différents types de bétail. Et on voit que la pression la plus importante, elle est exercée au travers des bovins, qui représentent quand même 61%. Et ensuite, on diminue en fonction des différents types d'élevage que l'on a. Et ce sont vraiment principalement les bovins qui exercent la plus grosse pression, ainsi que les porcs. Ici, simplement aussi une idée des principaux cheptels en Wallonie. Donc, on voit que la plupart du temps, on est assez stable, voire en diminution en termes de nombre d'animaux. Par contre, on a une augmentation assez importante au niveau tout ce qui est volaille, donc poules, poulets, d'une manière générale. Et maintenant, le graphique est impressionnant, mais on parle de nombre d'animaux, on ne parle pas de la pression. Donc, c'est vraiment le premier graphique, le premier camembert, je vais dire, qui est le plus intéressant. Alors ici, maintenant, on va parler un peu plus d'un volet financier. Donc là, je vais laisser ma place à Augustin. Bonjour à tous, donc je prends le relais de Yannick. Ici, ça nous semblait intéressant aussi de préciser un petit peu au niveau du secteur agricole les aspects économiques d'une part, mais aussi les aspects pression sur l'environnement. Et au niveau de la partie économique, je pense que c'est intéressant de préciser que l'Europe soutient énormément, donc la Commission européenne, l'Union européenne, soutient énormément le secteur agricole. Il faut savoir qu'environ 40% du budget total du secteur agricole, donc je pense que c'est de l'ordre, si on traduit en dollars, quelque chose comme 89 milliards de dollars par an, qui sont investis dans toute l'Europe pour soutenir le secteur agricole. Donc 40% du budget total de l'Union européenne va pour le soutien au secteur agricole. Et ce secteur agricole ne représente même pas 4% de la population et encore moins du PIB, donc moins de 4% du PIB. Donc c'est vraiment une décision politique de soutenir le secteur agricole. En Wallonie, là aussi, ça me semblait intéressant de pouvoir vous préciser à quel point le secteur est soutenu. C'est qu'en Wallonie, en moyenne, entre 2014 et 2017, le revenu du travail, donc qu'est-ce que c'est que le revenu du travail? C'est le salaire, on va dire, que chaque agriculteur, chaque exploitant peut se remettre. Donc, admettons qu'on est sur de l'ordre de 70 000 dollars par an, dollars canadiens par an, eh bien 134% de son revenu, donc de son salaire, vient des aides. Ça signifie que non seulement l'entièreté de son salaire vient des aides, mais qu'en plus 34% de l'équivalent de son salaire sont en plus donnés à l'agriculteur pour soutenir ses investissements en termes de matériel, d'équipement, de consommables, etc. Donc c'est réellement un secteur qui est très fortement aidé. Alors, donc là, c'est des chiffres moyens. Évidemment, l'exploitation moyenne n'existe pas. Chaque exploitation est différente. Et donc, c'est en moyenne. Pour les cultures, eh bien, on va dire que pour 100 € que l'agriculteur peut se mettre dans sa poche en termes de salaire, 88% viennent des aides. Et par contre, pour le secteur bovin, là, on est vraiment très fortement subsidié. Donc, le secteur agricole est clairement dépendant des aides publiques. Alors, le secteur agricole en Wallonie, c'est aussi une évolution, voire même une révolution.
si on prend des chiffres que l'on a, alors ils sont relativement imprécis parce qu'à l'époque, en 1950, on n'avait pas les outils que l'on a aujourd'hui pour comptabiliser. Mais on estime à peu près qu'il y avait environ 100 000 exploitations agricoles sur le territoire wallon. Donc, comme Yannick l'a dit, on est à peu près sur le même territoire que le secteur des Appalaches. De mémoire, vous avez plutôt parlé de 5 500 exploitations. Là, on était à 100 000 exploitations et on passe à 12 900 exploitations ici en 2015. Donc, on a une très, très forte réduction du nombre d'exploitations. On est passé de 180 000 unités de travail, donc on va dire que ce sont des équivalents temps plein, ce sont des employés, à 23 000. Donc là aussi, on a une très, très grosse réduction. On peut pratiquement dire qu'on a divisé par 10 à peu près, enfin un petit peu moins, mais on n'est pas loin. Ça représentait 11% de la population qui était active pour le secteur agricole en 1950. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 1% la population active. Et si on veut raccrocher le nombre d'unités de travail à l'hectare, eh bien pour 100 hectares, on était à 20 personnes qui travaillaient et maintenant on n'est plus qu'à 2. Donc effectivement, on a une évolution très très forte vers une intensification de l'agriculture avec des moyens techniques et des systèmes de production qui sont beaucoup plus intensifs et qui nécessitent moins de personnes et d'une manière générale. Ah oui, donc ça c'est un chiffre aussi, c'est que le nombre d'hectares, par contre, qui sont cultivés, on est passé de 900 000 hectares en 1950 à environ 700 000 hectares actuellement. Donc, on a une réduction, mais qui là est nettement moins forte. Donc, ça signifie clairement qu'on a moins d'exploitations agricoles, mais qu'elles sont beaucoup plus grandes et que l'on a moins de personnes qui y travaillent. Mais ça, c'est un constat qui est à peu près similaire, je pense, chez vous, sur la tendance en tout cas. Mais voilà, donc ça, je pense que c'est important aussi. Il faut savoir que le revenu des ménages, donc en Wallonie, au niveau de l'alimentation, le revenu des ménages, l'alimentation dans le revenu des ménages ne concernait que 35%, concernait 35% en 1950 et maintenant 15%. Donc les gens s'alimentent toujours autant, mais le revenu, quelque part, c'est beaucoup plus diversifié. La manière dont on dépense les revenus. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Et alors la valeur ajoutée brute du secteur agricole en Wallonie, donc d'une manière générale pour toute la région, c'est même pas 1%. Donc si on prend le PIB, on est à moins d'1% du PIB. Donc c'est relativement faible aussi. Donc en termes de richesse, l'agriculture, c'est quand même très faible, moins d'1% sur toute la Wallonie, mais ça représente 42% du territoire. Donc voilà un petit peu une situation intéressante du secteur agricole chez nous. Alors je passe ici au deuxième volet de la présentation qui concerne les enjeux de l'agriculture par rapport à la thématique eau, donc c'est vraiment le cœur du sujet. Comme je vous l'ai évoqué, on est en Wallonie sur un secteur agricole qui a des pratiques et des modes de production qui sont très intensifs. Et donc, on a un impact sur l'environnement qui est multiple, à savoir l'érosion et la compaction des sols, vous en aviez parlé aussi, les pollutions des eaux, forcément, des émissions de polluants atmosphériques aussi, une érosion de la biodiversité, parce qu'on a quand même si Yannick a expliqué qu'on avait une diversité de cultures, ça reste par rapport à la nature des déserts de biodiversité quand on cultive le même type de culture sur des hectares. Et alors, au niveau de l'impact paysager, on a aussi, l'agriculture a évidemment un impact aussi. Et donc, si on se focalise maintenant sur l'eau et donc sur l'impact que l'agriculture a en Wallonie au niveau de la thématique eau, on va plutôt scinder les choses. Il y a les aspects qualitatifs, c'est-à-dire qu'effectivement, l'agriculture a un impact sur la qualité de l'eau, clairement, tant sur les eaux de surface que sur les eaux souterraines. Mais elle a également un impact sur les aspects quantitatifs, à savoir plutôt les risques d'inondation et de ruissellement, et ou d'inondation par débordement de cours d'eau. Donc ça, c'est plutôt indirect. Mais de manière directe, la compaction des sols et l'érodibilité des sols qui est davantage importante se traduit par des problèmes d'inondation par ruissellement et de coulées boueuses qui sont assez importants. Donc dans la suite de la présentation, moi je vais spécialement m'occuper, donc vous présenter les aspects qualitatifs et Yannick viendra reprendre le relais pour les aspects quantitatifs. Sur les aspects qualitatifs, bon, bah là, rien de bien neuf par rapport à vous. Je dirais que
On a aussi des problèmes en matière de nitrates, enfin en tout cas tout ce qui est azote. On a des problèmes aussi de produits phytosanitaires, donc tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides, etc. Et puis on a aussi des problèmes de phosphore et de potassium. Ce qui me semblait intéressant de vous présenter, c'est qu'en matière d'azote, alors le secteur agricole, oui, il est impactant, mais il fait aussi énormément d'efforts depuis un certain nombre d'années. On voit qu'il y a à peu près 25% des apports en azote qui ont été réduits par rapport aux années 1995, donc c'est déjà une diminution intéressante. En matière de produits phyto, là, en région wallonne, tout secteur confondu, donc là je ne cible pas que le secteur agricole, mais tout secteur confondu, on a une réduction d'environ 38% des volumes utilisés depuis 1995, donc c'est quand même une très très forte réduction. Mais si on distingue les privés et les professionnels, eh bien en fait c'est essentiellement les privés qui ont réduit leur volume d'utilisation. Donc les particuliers au niveau des habitations, etc., ont réduit très très fortement suite à des réglementations qui ont été mise en vigueur depuis peu, d'ailleurs depuis quelques années. On est de l'ordre maintenant, sur les volumes totaux utilisés en produits phyto, de l'ordre d'environ 2% qui sont à des usages, à des fins privées, enfin de particuliers, non professionnels. Et au niveau des professionnels, sur la même période, depuis 1995, là, on a une réduction d'environ 17% des usages. Donc, on peut considérer que le secteur agricole, qui est le principal utilisateur de produits phyto au niveau des professionnels, a réduit d'environ 17% son usage. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Au niveau du phosphore et du potassium, donc là, c'est essentiellement par rapport aux engrais. Là aussi, on a une réduction qui est plus que significative. Donc, 76% des apports en phosphore et 70% des apports en potassium de réduction. Donc là, il y a vraiment eu un effort très, très, très important. Toujours sur les aspects qualitatifs, ici je vais vous présenter un petit peu le score de la Belgique au niveau du classement des pays européens. Alors, on ne peut pas dire qu'on est fier, mais on est quand même sur le podium. Donc, on est deuxième en Wallonie en termes de charge de bétail par hectare de surface agricole. Donc, on est de l'ordre de 220 kg d'azote utilisé par hectare de surface agricole utilisée. Ce qui est le deuxième. Donc, en gros, on est le deuxième en Europe, essentiellement parce qu'on a effectivement un élevage qui est une production d'élevage qui est vraiment très importante. Et donc, forcément, ça se traduit par un impact sur les autres surfaces. Alors, la Belgique, ça comprend à la fois la Flandre et Bruxelles, évidemment, là, est tout à fait urbanisé. Le secteur agricole est insignifiant, on va dire. En tout cas, n'est pas important en termes de chiffres. Mais Flandre ou Wallonie, je dirais que si la Flandre, au niveau des régions d'Europe, est peut-être cinquième, nous, on est quand même dans le top 10 au niveau de la Wallonie. Donc, on a un impact vraiment très important au niveau de la Wallonie aussi. Donc, ça, c'est pour les aspects azote. Là, c'est une carte que je trouvais intéressant de vous présenter aussi. C'est l'utilisation, en fait, donc des engrais de ferme, hein, essentiellement, qui viennent de l'élevage, où on voit que en Wallonie, sur toute l'Europe, on est quand même dans une des zones, en tout cas pour la Belgique, une des zones où l'utilisation d'engrais de ferme est très très importante. Et là, c'est la même chose, sauf qu'on a ajouté les fertilisants minéraux, qui apportent évidemment une charge importante en azote, et on est effectivement une fois de plus dans les pays qui sont les plus impactants, en tout cas les plus utilisateurs de ce type d'engrais. On n'est pas sans reste non plus en matière d'utilisation d'herbicides. Vous voyez qu'on est également deuxième au classement, à savoir qu'on a environ 2 kg de produits herbicides qui sont utilisés par hectare si on retire les prairies permanentes. Donc, au niveau de la surface agricole utile, si on retire les prairies permanentes sur lesquelles en fait il y a très peu d'utilisation, voire pas du tout d'utilisation d'herbicides, ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Voilà, on est quand même à 2,60 kg environ, et donc on est quand même très très élevé par rapport au reste des pays européens. Situation relativement similaire au niveau des insecticides, acaricides, même si les kilos sont un peu inférieurs, au niveau du classement, on reste quand même très nettement dans le haut du classement. Alors, comment est-ce que tout ça se traduit au niveau de la qualité des eaux?
Eh bien, voilà, ici, c'est une carte qui représente la qualité des eaux. Il faut savoir, on l'avait expliqué dans le premier webinaire, que suite à une directive européenne, on doit en fait diviser notre territoire en unités de gestion euh, pour monitorer et mettre en œuvre des programmes d'action pour améliorer la qualité de l'eau. Et ces unités de gestion sont des masses d'eau. Donc, ce sont des petits bassins versants. On a 354 bassins versants en Wallonie. Donc là, la Wallonie est découpée en 354 bassins. Et on voit ici, ce qui est repris en rouge, eh bien, c'est là où la qualité des eaux de surface n'atteint pas le bon état écologique des cours d'eau. Et donc là, il y en a quand même un certain paquet. Et puis, forcément, on a quelques masses d'eau qui sont en très très bon état et en bon état. On est de l'ordre de 55% de nos masses d'eau de surface qui ne sont pas en bon état écologique. Donc voilà, 55%, c'est relativement important. Et on se doit en principe pour 2027 arriver au bon état dans l'entièreté des masses d'eau de Wallonie. Alors, qu'est-ce qui déclasse essentiellement nos masses d'eau? Eh bien, je dirais que par rapport au secteur agricole, comme je vous l'ai dit, on a essentiellement les nitrates, tout ce qui est produits azotés et puis les pesticides. Sur l'ensemble des sites de contrôle que l'on a au niveau des masses d'eau de surface, donc on a au moins un site de contrôle par masse d'eau, donc on a quand même une densité de réseau qui est assez importante au niveau des masses d'eau de surface. 2% des sites de contrôle présentent en fait une qualité d'eau médiocre à mauvaise pour l'azote. Donc je dirais que pour tout ce qui est enfin azote en fait, c'est plutôt les nitrates ici spécifiquement, pas l'azote total, c'est les nitrates. Donc 2%, c'est encore assez correct. On va dire que on est encore relativement épargné. Par contre, si on prend l'azote ammoniacal, là, on est à 20% des sites de contrôle où la qualité de l'eau est assez mauvaise. On a également 24% des sites de contrôle où la qualité des eaux est aussi médiocre à mauvaise pour tout ce qui est orthophosphate. Alors, je ne l'ai pas précisé dans le texte, mais pour tout ce qui est produits phyto, en fait, dans toutes les masses d'eau qui sont déclassées, on a détecté des produits phyto. Et donc, on peut dire que dans 55% des masses d'eau où on n'a pas le bon état, eh bien, il y a un problème de produits phyto. Donc là, c'est quand même très important. Ce que je peux vous rajouter aussi, c'est qu'au niveau de tous les sites de contrôle en eau souterraine, au niveau des producteurs d'eau, enfin sur l'ensemble des sites de production d'eau, 75% des zones de captage ont détecté la présence, donc on est bon au niveau des normes, mais 75% des captages ont détecté la présence de produits phyto. Donc c'est vraiment une problématique qui est généralisée sur l'ensemble du territoire. Alors tout ça c'est très bien, mais d'où viennent ces polluants? Est-ce que c'est uniquement le secteur agricole qui est responsable de cette pollution? Eh bien, je trouvais que ces deux graphiques-ci étaient assez intéressants. Ce qui est en vert reprend la part du secteur agricole dans la pollution. Ce qui est en rouge-orange, c'est l'industrie. Ce qui est en bleu, c'est l'assainissement. Donc, ce qu'on parle d'assainissement, je pense que chez vous, vous appelez ça les rejets d'eau usée domestique au niveau des municipalités. Et donc, on voit que pour la problématique azote, le principal problème, c'est quand même l'agriculture qui l'apporte, mais on voit qu'on a quand même encore une grosse part d'efforts à faire en matière d'assainissement. Donc ça, ce sont des données de 2014 à 2016. Je dirais que la tendance est quand même sensiblement encore la même au jour d'aujourd'hui, mais au niveau de l'assainissement, il y a eu des gros efforts qui ont été faits, au niveau agricole aussi. Mais voilà, la proportion de part de responsabilité est à peu près la même. Au niveau du phosphore, toute la problématique phosphore, eh bien, on est à peu près aussi sur le même genre de rapport. Donc on voit que le secteur agricole est quand même très impactant au niveau de la qualité des eaux. Alors, ça, c'était pour les eaux de surface. Pour les eaux souterraines, pareil, on a des masses d'eau souterraines. On a 32, 34 masses d'eau souterraines en région wallonne. Et donc, on voit que 39% des masses d'eau souterraines ne sont pas en bon état chimique. Et l'altération principale, c'est une fois de plus les produits phyto, donc tout ce qui est pesticides et les problèmes d'azote. Si on se concentre un peu plus sur les aspects nitrates, donc on a environ 900 points de contrôle en Wallonie
sur toute nos nappes phréatiques. Et donc, on se rend compte qu'il y a à peu près 8% des sites de contrôle qui dépassent la norme des 50 mg par litre. Donc, c'est 8%, ça peut paraître peu, mais si on ne prend que la zone vulnérable, alors la zone vulnérable, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui a été définie, je vais dire, sur base d'études scientifiques et comment dire, d'impact, de secteurs impactants. Ça correspond à peu près à la zone la plus importante, donc elle est reprise ici en gris foncé. C'est la zone pour laquelle on a de réels problèmes au niveau nitrate, et ça correspond, on va dire, là où l'agriculture est la plus intensive et la plus pratiquée, la plus importante. Et donc, forcément, dans cette zone-là, là où on a la zone agricole qui est la plus active, on a 13% de nos sites de contrôle qui dépassent la norme. Au niveau, donc toujours des eaux souterraines, mais là plutôt pour les aspects produits phyto, donc pesticides. Là, on a un peu moins de sites de contrôle, on en a 400. La raison principale, c'est que le coût d'analyse est beaucoup plus élevé pour les produits phytosanitaires. On est de l'ordre de, je ne sais plus exactement, mais c'est en plusieurs centaines d'euros pour chaque échantillon, tandis qu'au niveau de l'azote, c'est une trentaine d'euros. Donc forcément, on a quand même réduit le nombre de sites de contrôle, sachant qu'il y a toute une région ici où en fait la qualité de l'eau est tout à fait bonne par rapport aux produits phyto, et donc on a soustrait ces sites-là en termes d'analyse. Et donc ce qu'on constate ici, c'est qu'on a quand même 17% des sites de contrôle qui ne sont pas en bon état. Voilà, alors là c'était pour la partie qualitative. Je vais céder maintenant la parole à Yannick pour reprendre le relais sur les aspects quantitatifs. Voilà, donc au niveau des impacts, des enjeux au niveau du quantitatif, donc au niveau de la consommation d'eau notamment, les déplacements d'eau, etc. Donc il y a différents impacts qui sont, je pense, les mêmes chez vous. Donc le problème principal auquel on pense, naturellement, c'est le ruissellement. Donc à la fois les coulées boueuses, l'effet au niveau inondation, mais également les pertes au sol, donc les pertes de terre suite au passage de l'eau. Il y a également tout le problème de la sédimentation dans les cours d'eau, donc le colmatage, notamment au niveau des petits cours d'eau. Chez nous, les petits cours d'eau qui servent de lieu de refuge pour le poisson ou la reproduction de la truite notamment. Et donc à ce moment-là, quand on a le colmatage de fond, ben, vous savez qu'on n'a plus de reproduction. Il y a les problèmes de compaction des sols, donc qui est un problème assez important, notamment au niveau de l'agriculture qui est quand même fort intensive, donc avec des engins assez lourds, etc. Donc il y a un effet important. On va également parler un petit peu de la consommation d'eau au niveau du secteur agricole, voir un peu au niveau quantité, qu'est-ce que ça dit. Et alors on parlera également un petit peu de l'accès du bétail au cours d'eau, qui peut également être lié au volet plus qualitatif de la gestion de l'eau. Alors, on parlait de ruissellement, on parlait d'inondation, on peut parler de perte au sol. Donc ici, vous avez une carte en fait qui reprend les pertes qui sont estimées au niveau sol, au niveau de notre région. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un tiers des terres qui sont impactées à ce niveau-là. Donc, avec une érosion qui est assez importante et liée à l'érosion hydrique. Voilà. Alors ici, c'est une vue un peu globale. C'est une modélisation, mais alors on peut également ici reprendre une carte qui est plus précise. Donc par rapport au type de culture qu'on va proposer ou qu'on va peut-être guider un peu les agriculteurs, etc., ben, on peut aller beaucoup plus loin puisque vous voyez ici l'impact au niveau de la carte avec les différentes sensibilités. Ben voilà, on va pouvoir agir plus localement. Vous voyez ici en dessous, donc on peut même pratiquement travailler, je veux dire, à la parcelle pour donner du conseil aux agriculteurs, notamment. Au niveau compaction des sols, parce que en fait, c'est pas l'élément sur lequel on pense au départ, on pense vraiment au déplacement de l'eau. Mais le volet compaction des sols, ben, il y a une influence qui est multiple. Donc, il y a une demande. Par exemple, ici, ben, au niveau des intrants, ça va être beaucoup plus important. On va avoir des problèmes de précipitation, de ruissellement, d'écoulement. Il y a une modification au niveau des échanges. Il y a l'activité animalière qui va être perturbée. Les mouvements de l'eau dans la terre vont être perturbés. Donc, il y a une multitude d'effets au niveau de la compaction des sols. Et donc, il est important de s'y intéresser et de pouvoir corriger les choses au besoin.
Ça a vraiment l'aspect compaction des sols a vraiment une influence au niveau ruissellement et les problèmes qui peuvent en découler. Alors, au niveau de la consommation d'eau du secteur agricole, donc ici, vous avez les chiffres pour l'année 2016, mais ça n'a pas vraiment évolué en soi. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit c'est qu'au niveau des eaux souterraines, eh ben, la plus grande consommation, je vais dire, est liée à la distribution publique de l'eau et que le volet agricole en lui-même, les prélèvements en eau souterraine, représentent un peu moins d'1,5% de la consommation. Donc, c'est vraiment pas, je veux dire, un secteur qui est le plus consommateur de l'eau en Belgique et en Wallonie aussi. La plus grosse consommation, bah, elle se fait également au niveau des industries, notamment au niveau de la consommation par nos centrales ou certaines industries. Voilà. Au niveau des eaux de surface, là, on a beaucoup moins de chiffres également, et donc on a un impact qu'on estime plus faible, vraiment faible au niveau du prélèvement. Je parle bien prélèvement, je ne parle pas de la qualité de l'eau, je parle des prélèvements, donc on n'a pas énormément de prélèvements, d'autant plus que depuis quelques années maintenant, depuis fin 2014 notamment, il y a eu de nouvelles mesures. Il y a une interdiction d'accès du bétail aux cours d'eau. Et donc, on doit mettre des clôtures, c'est pour ça qu'on posait la question mardi, pour interdire le bétail au niveau du cours d'eau. Et en termes de culture, donc tout ce qui est culture céréalière, etc., ben là, on a très peu d'utilisation. Donc, contrairement aux pays du sud de l'Europe, par exemple, ou même le sud de la France, etc., où on a pas mal d'irrigation, chez nous, c'est vraiment assez rare, très rare. Quand on a une grande sécheresse ou des choses comme ça, où là, il y a des dérogations qui sont octroyées, mais d'une manière générale, on n'a pas vraiment de problème en termes de prélèvement en eau de surface pour le volet agriculture. Alors là, je vais repasser la parole à Augustin concernant les mesures et outils au niveau qualitatif. Donc voilà, au niveau des aspects qualitatifs de l'impact de l'agriculture sur l'aspect qualitatif des eaux. Comme je vous l'ai dit, on a principalement deux problèmes, c'est les aspects nitrates, donc azote, et les aspects phyto, le phosphore étant d'origine agricole, mais en termes d'impact sur la qualité des eaux, c'est un petit peu plus faible. On va se concentrer ici essentiellement sur les aspects nitrates et phyto. Au niveau nitrate, on a une réglementation qu'on appelle le plan, je le dis trop souvent, le plan général de, allez, le PGDA, je ne me raconte plus dessus, le plan de gestion durable de l'azote, ça va mal. Le plan de gestion durable de l'azote qui, depuis 1991, a été approuvé par la Commission européenne. Donc, c'est une fois de plus, comme toutes les comme la majeure partie des réglementations européennes viennent les réglementations en matière d'environnement viennent de l'Europe. Ici, le PGDA vient également de l'Europe depuis 1991. On a eu toute une série de plans qui ont été mis en place. Ici, on est au 3e plan de gestion durable de l'azote. On va probablement passer au 4e plan dans 1 an ou 2. Et donc, on a toute une série de mesures qui sont prises au niveau du secteur agricole pour essayer de limiter, de réduire au maximum l'impact du secteur agricole sur la ressource en eau. Et donc, typiquement, comme mesure, qu'est-ce que l'on a? On a une zone tampon de 6 mètres. J'ai vu que vous étiez sur 3 mètres. Nous, on est plutôt sur 6 mètres. On a également du stockage d'effluents. Donc, au niveau de tout ce qui est stockage des effluents de ferme, eh bien, il y a toute une réglementation précise qui impose des systèmes de stockage, des quantités de stockage avec des prescriptions très claires. Et les aides sont notamment conditionnées au respect de cette réglementation. Yannick en a parlé, on a les clôtures des prairies. Bon, ça, c'est un peu en dehors du plan de gestion durable de l'azote, mais là aussi, c'est pour limiter l'impact du secteur agricole sur les eaux de surface. On a alors aussi un outil quand même très important au niveau de l'azote. Je dirais qu'on a vraiment 2 outils importants et qui sont un petit peu atypiques. Je ne pense pas que vous avez ça de l'autre côté de l'océan. On a ce qu'on appelle le taux de liaison au sol. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, en quelque sorte, le rapport entre la production d'azote dans une exploitation agricole, donc quelle est la quantité, le nombre de kilos d'azote que l'on peut produire dans une exploitation donnée, en regard de sa capacité à pouvoir l'étendre sur ces terres.
Et donc, on a identifié quelle était la quantité d'azote qui était potentiellement admissible par hectare pour ne pas avoir d'impact sur la qualité des eaux. Donc, quelque part, c'est un taux d'épandage, une quantité qu'on peut épandre et qui est respectueuse de l'environnement. Et donc, si ce rapport dépasse 1, en fait, donc c'est-à-dire que si on produit trop d'azote à l'échelon de son exploitation agricole par rapport à la capacité qu'on a pour pouvoir les étendre de manière respectueuse de l'environnement, eh bien alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir faire des échanges avec d'autres agriculteurs pour transférer une partie de sa production sur des exploitations agricoles qui, elles, ont plus de capacité pour pouvoir répandre. Donc ça, c'est déjà un outil qui est quand même très important et il y a un contrôle qui se fait de manière régulière sur ce taux de liaison au sol pour chacune des exploitations. Le deuxième outil qui est très important, c'est le contrôle APL. Alors, qu'est-ce que c'est? Le contrôle APL, là, c'est assez unique. On a ça en Wallonie, il y en a un petit peu en France. À ma connaissance, il n'y en a pas dans beaucoup d'autres pays. C'est en fait l'azote potentiellement lessivable dans le sol. Donc, on va prendre sur un horizon de 90 cm du sol, on va faire un petit carottage, on va faire un échantillon, on va voir quelle est la quantité d'azote qui reste après certaines cultures, notamment en sortie d'hiver. Et donc, on voit quelle est la quantité d'azote qui potentiellement va pouvoir être lessivée et aller rejoindre les nappes phréatiques. Et donc, en fonction du type de culture, on a des seuils en fait qui sont identifiés. Et si l'agriculteur dépasse les seuils qui sont identifiés, à ce moment-là, il est en infraction et on peut avoir des amendes. Donc, il a d'abord une période pour pouvoir se remettre en conformité. Mais voilà, donc là aussi, on a un système de contrôle. Là, c'est vraiment un contrôle sur la qualité, la quantité d'azote dans les sols directement. Et puis alors, on a d'autres outils évidemment intéressants, comme les périodes d'épandage. Il y a certaines périodes durant lesquelles on ne peut pas épandre, notamment en hiver. Voilà, mais il y a toute une série d'autres mesures, j'ai pris les principales. Et puis, on a évidemment, en matière d'azote, de la sensibilisation et de l'encadrement qui sont prévus auprès du secteur agricole. Au niveau des produits phyto, là, on a un autre plan, c'est le programme wallon de réduction des pesticides. La directive européenne date de 2009, elle a été traduite en droit wallon en 2013. Et donc, depuis 2013, on a ce plan wallon de réduction des pesticides qui a pour but aussi, évidemment, d'avoir une utilisation plus raisonnée des produits phytosanitaires au niveau du secteur agricole notamment, mais aussi au niveau des espaces publics, donc des pouvoirs publics et des particuliers. Alors typiquement, dans la mesure, on a effectivement une zone tampon de 6 mètres aussi. Alors ces 6 mètres ont voulu être en cohérence avec ce qu'on faisait au niveau nitrate. C'est plus facile en termes de contrôle et en termes de pratique pour l'agriculteur, bien que cette zone tampon de 6 mètres, c'est la zone tampon minimum. En fonction des types de produits, la zone tampon varie. Donc là, le conseil auprès de l'agriculteur et l'encadrement est important. Parce qu'il y a des produits pour lesquels on aura une distance qui est beaucoup plus importante par rapport au cours d'eau. On a aussi une réglementation assez importante sur le stockage des produits phytosanitaires au niveau des exploitations agricoles, sur la manipulation et sur le fait qu'il faut avoir une phytolicence, donc il faut avoir une agrégation pour pouvoir utiliser ces produits-là en tant que professionnel. Il y a aussi une réglementation sur les pulvérisateurs. Donc, on doit essayer d'éviter au maximum d'avoir ce qu'on appelle la dérive des produits phytosanitaires lorsqu'ils sont appliqués sur les champs. Et donc, on a des buses particulières qui sont anti-dérive. Enfin, il y a toutes des prescriptions techniques au niveau de l'utilisation de ces pulvérisateurs-là. Et puis, alors, une règle quand même très importante qui est en application depuis 2019, c'est le zéro phyto. Donc, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires dans les espaces publics. Donc, les municipalités ne peuvent plus utiliser de produits phyto en principe dans les espaces publics. Donc, c'est ça aussi qui joue sur la réduction importante des volumes vendus en Wallonie. Et évidemment, pour aider le secteur agricole à mettre en place toutes ces réglementations, on a de la sensibilisation et de l'encadrement qui sont également prévus. Alors, pour simplifier les choses, on a créé une seule structure qui s'appelle Protecto, sur des fonds publics. Donc, c'est l'administration publique et la SPGE qui finance cet outil-là pour faire cet encadrement auprès des agriculteurs, encadrement technique et de sensibilisation. Alors, on a un outil qui vient en parallèle des aspects réglementaires. Donc, le programme, le PGDA et le PORP sont deux axes, je veux dire, réglementaires. Et on a un outil
un troisième outil qui vient s'ajouter, que sont les contrats de captage et les contrats de nappe. Et donc, ça, c'est un outil complémentaire qui va se focaliser sur des zones particulièrement sensibles en matière de problématiques nitrates et phyto au niveau des eaux souterraines. Et là, il y a une dynamique tout à fait spécifique qui est mise en place. Mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, dans la suite de mon exposé, je vais parler essentiellement de Protecto et des contrats de captage qui, on va dire, sont les deux outils principaux qu'on a développés en Wallonie pour mettre en œuvre ces deux directives. Alors, tout d'abord, Protecto, qu'est-ce que c'est? C'est une association sans but lucratif qui s'associe aussi avec 3 autres partenaires, 2 universités, et un centre de recherche agronomique. Et donc, ensemble, ces 4 partenaires-là doivent mettre en place de l'encadrement, de la sensibilisation et de la recherche scientifique sur la problématique nitrate et sur la problématique phyto pour accompagner les agriculteurs à travailler au mieux dans le respect de l'environnement lié à l'eau et pour atteindre les objectifs visés par les directives nitrates et les directives produits phyto européennes. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est accompagner les agriculteurs dans leur démarche pour protéger la ressource en eau et réduire le risque de pollution par les nitrates et par les produits phyto. Ce sont des conseils techniques. Donc, dans cet accompagnement, eh bien, ils le font par des conseils techniques très spécifiques pour chaque agriculteur. Et je développerai un petit peu par après. Et puis, il y a aussi, au niveau de la SBL, ils coordonnent les contrats de captage que je développerai après. Donc, tout ça a vraiment une cohérence en termes de... On a voulu centraliser la coordination, l'encadrement et la sensibilisation auprès des secteurs au sein d'une seule et même structure pour avoir plus de cohérence et plus de pertinence en termes de compétences. Alors, cet outil-là, ça représente 26 équivalents temps plein qui travaillent sur l'entièreté de la région wallonne. Ils sont répartis dans 5 centres d'action. Il y a 21 conseillers qui circulent d'exploitation agricole en exploitation agricole. Les conseils spécifiques sont assez variables et multiples. Je dirais que le gros volet, et ça c'est un peu historique, est sur l'aspect nitrate. Et doucement on se développe de plus en plus sur les aspects phyto. Au niveau des aspects nitrates, eh bien, c'est aider l'agriculteur à calculer son taux de liaison au sol pour savoir si oui ou non il va devoir exporter des matières organiques dans d'autres exploitations agricoles et faire des contrats d'échange ou s'il va pouvoir en importer. Il y a aussi tout ce qui est le stockage et la valorisation de ces engrais de ferme, voir s'il est conforme par rapport à la législation et l'aider à se mettre en conformité. Il y a un volet qui est très, très important, qui est le conseil directement auprès de l'agriculteur pour mettre en place un plan qui raisonne sa fertilisation, donc en fonction des types de cultures, quel est le type de lisier qui va pouvoir, d'engrais de ferme qu'il va pouvoir mettre et en quelle quantité, calculer le nombre d'unités d'azote à l'hectare qu'il va pouvoir mettre sur telle et telle et telle culture. Donc là, c'est vraiment tout un encadrement très très spécifique. Et puis alors, on a la gestion des intercultures, donc on essaye de laisser le moins possible les terres à nu pour des problèmes d'érosion, bien entendu, mais aussi pour faire en sorte que l'azote qui reste dans le sol soit capté par une végétation qui vient se mettre entre 2 cultures, de manière à ce qu'ils ne partent pas directement vers les nappes phréatiques. On a aussi des conseils, ce qu'on appelle le système de conseil agricole. Je dirais qu'ici, essentiellement, c'est du conseil par rapport à tout ce qui est stockage d'hydrocarbures dans les exploitations agricoles, mais il y a d'autres conseils, mais je ne développerai pas. Et puis, on a tout ce qui est les aspects produits phyto sur le stockage des produits phyto, sur la manière dont on utilise les produits phyto, comment remplir, comment vider, comment rincer son pulvérisateur. Et puis, du conseil aussi sur tout ce qui est zone tampon. Voilà, donc là, c'est assez large. Forcément, l'ASBL Protecto, donc, c'est aussi du conseil scientifique, comme je l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On a quand même 3 équipes de scientifiques qui font de la recherche pour essayer de développer des techniques, des modalités pratiques pour les agriculteurs qui soient plus respectueuses de l'environnement tout en garantissant un revenu et donc une performance agricole, une rentabilité des cultures qui soit maintenue et qui reste intéressante. Donc on a vraiment un volet de recherche qui est important et qui permet de développer des arguments scientifiques auprès des agriculteurs pour les orienter vers l'une ou l'autre méthode de production. Le volet sensibilisation qui est très important aussi. Voilà, je ne développerai pas plus, mais on a vraiment un volet communication auprès du secteur agricole, mais aussi auprès du grand public pour valoriser les efforts qui sont faits au niveau du secteur agricole.
Alors, en quelques chiffres, c'est pratiquement 1600 visites en ferme chaque année, 500 exploitations qui sont conseillées, plus de 600 plans de fertilisation qui sont faits chaque année, 19 fiches techniques développées ou mises à jour, des newsletters, 160 formations et conférences données au niveau du secteur agricole, des événements, et on a un budget d'environ 3 225 000 $ canadiens. Voilà, donc ça c'est en résumé pour Protecto. On pourrait en parler plus longtemps, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour et que le temps avance. Par ailleurs, les contrats de captage, j'avais dit que j'en parlerai aussi. C'est aussi Protecto qui met en place ces contrats de captage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une dynamique qui est assez nouvelle. C'est depuis 2017 que c'est mis en place en Wallonie. Ça commence vraiment à prendre de la vitesse et de l'ampleur ici depuis 2019 et puis 2020 et ainsi de suite. L'objectif, c'est qu'on s'est rendu compte que on doit aller plus vite dans certaines zones en termes de limitation de l'impact des nitrates et des produits phyto, essentiellement sur certains captages d'eau à destination d'eau potable, en fait, donc pour la distribution publique de l'eau potable, de l'eau alimentaire. Et donc, on a identifié à peu près 90 zones de captage pour lesquelles on a des problèmes de nitrates et ou de produits phyto. Et on doit agir le plus vite possible parce que, voilà, on a quand même 80% de l'eau potable qui vient des nappes phréatiques et donc l'enjeu est vraiment important. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on dynamise, en fait, à l'échelon local, au niveau de ces zones de captage-là, qu'on lance une dynamique de concertation, d'échange et de responsabilisation des différents acteurs au niveau de ces zones de prévention pour mettre en place des programmes d'action spécialisés autour de ces zones de captage-là pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est développé en parallèle de la législation. Donc, on va un peu plus loin que la législation avec une animation vraiment locale et c'est Protecto qui s'occupe de cette animation-là. Donc, on a 90 captages qu'on souhaite mettre sous contrat. Alors, globalement, la méthode de travail, c'est quoi? On fait un diagnostic, donc on identifie la zone de captage, donc la zone drainante du captage, donc quelle est en surface la zone qui est impactante pour le captage. Et sur cette zone, on fait un diagnostic, mais pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de phyto et ou de nitrate? Et on identifie quelles sont les causes principales. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est fait par le volet scientifique de Protecto. Et puis après, on a au niveau de l'ASBL et des conseillers, toute l'animation auprès des acteurs responsables des pollutions. On a de la concertation, de la consultation, de la discussion ensemble pour arriver à mettre en place un programme d'action qui soit plus ambitieux que ce que la réglementation impose pour essayer d'atteindre des objectifs de qualité d'eau plus rapidement encore. Et donc, une fois qu'on a établi ce programme d'action de manière consensuelle et de manière réfléchie, concertée, eh bien alors on a 3 ans pour mettre en œuvre ce plan d'action et voir si les résultats sont bien à la clé. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de captages qui sont lancés depuis plus de 3 ans, donc on vient seulement de lancer les premiers. Donc on n'a pas encore de retour sur cette action-là. Sauf que par le passé, on a fait des tests sur 3-4 bassins versants et les tests étaient quand même globalement très concluants. Et donc, on a de bons espoirs maintenant, en lançant cette dynamique-là en série sur l'ensemble des captages, d'avoir de bons résultats. Alors, j'ai mis pour information, ici, c'est un peu le détail de la procédure, mais je ne vais pas la développer parce que c'est trop long. En consultant la projection, vous pourrez peut-être lire ça plus à votre aise, mais ce sont toutes les étapes qui mènent à la mise en œuvre de ce contrat de captage-là. Et donc, en gros, ici, juste pour illustrer, ces 2 zones de captage bien distinctes. Il y en a une qui est petite, on a 20 agriculteurs qui sont concernés par la zone, il y en a 12 qui veulent bien participer à la démarche. Donc oui, ça, je n'ai pas précisé, mais ça reste une démarche volontaire, donc qui n'est pas obligatoire. Et ça représente 70% de la surface agricole utile. Par contre, sur l'autre bassin, qui est quand même beaucoup plus grand, on a 151 agriculteurs là qui sont impactés par cette zone, qui sont concernés par la zone, et il n'y en a que 46 pardon, qui ont bien voulu participer à la démarche, mais ça représente quand même 50% de la surface agricole de la zone. Alors, ce graphique-là, juste pour montrer que globalement, on a lancé
alors ils ne sont pas tous repris ici, mais on a à peu près 21 captages qui sont lancés pour le moment. Et on a 60% de la surface agricole qui est sous contrat en fait pour le moment. Donc la démarche volontaire permet quand même d'atteindre 60% du secteur agricole dans les zones de captage déterminées. Et donc, en gros, on a 29 zones de prévention pour lesquelles on a fait le diagnostic au jour d'aujourd'hui, 13 contrats qui sont déjà engagés sur 21 zones de prévention pour lesquelles on a lancé la dynamique. Donc, il y a 13 contrats qui sont engagés sur 21 zones où on a lancé la dynamique. On a 4700 hectares qui sont engagés par 253 agriculteurs. Donc, c'est ce que je disais, on a 60% des surfaces concernées qui sont sous contrat et ça représente 50% des agriculteurs. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Yannick pour les aspects quantitatifs. Voilà, donc je prends le dernier relais de la présentation, donc qui concerne en fait les mesures et outils au niveau quantitatif, comme disait Augustin. Je vais en citer principalement deux, il y en a d'autres, mais c'est les deux principales. Il y a ce qu'on appelle d'abord les MAEC, donc les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc historiquement, c'était MAE, et maintenant on a rajouté le terme climatique, donc pour donner un peu l'idée du sens dans lequel on va. Donc là, ces mesures-là, c'est un engagement volontaire en faveur de l'environnement qui est fait par les agriculteurs. En général, c'est une durée de 5 ans, concerne les parcelles déclarées et exploitées par des agriculteurs. Et donc, en fait, l'idée principale, c'est de modifier quelque part la manière de travailler, mais de compenser ça par compenser les pertes de revenus ou les coûts supplémentaires liés à ce changement de type d'agriculture, je vais dire, par des moyens financiers. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que c'est le volet financier de compensation de ces mesures-là. Il y en a différentes, je les présenterai rapidement, dont une qui est plus spécifique à l'eau. Alors également, je vous parlerai un tout petit peu de ce qu'on appelle la cellule GISER, donc qui donne des conseils et des avis en matière de lutte contre le ruissellement, donc c'est une cellule de la région wallonne également. Voilà. Donc je disais au niveau des MAE, donc vous voyez ici dans le tableau à droite tous les éléments liés, je veux dire, à l'agriculture qui peuvent être concernés, donc les différentes mesures qui existent. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'elles ne concernent pas que l'eau, puisqu'elles concernent également naturellement le sol, la biodiversité, l'air. Et maintenant, je vous disais, on a rajouté le volet climatique. Donc, vous voyez ici, on peut avoir ce qu'on appelle les éléments de maillage, donc par exemple les haies, les choses comme ça. Le volet prairie naturelle, prairie inondable, vous voyez, il y a toute une série de secteurs, je vais dire, qui peuvent être concernés par notamment ces aides financières. Voilà. Alors, j'en ai repris simplement une, donc c'est la première. Donc, on parlait de conservation d'éléments du réseau écologique, paysage. Donc ça on a vraiment un impact direct, notamment par rapport aux problèmes de ruissellement, de biodiversité. Donc, on parle ici des haies, donc, principalement les haies, alimentaires, les bandes boisées, mais également les mares. Donc, la création de mares qui, au niveau eau chez nous, est très important. Donc, il y a vraiment un volet aide financière. Vous voyez, c'est 100 € par mare. Donc, c'est quand même pas rien. Pour le volet conservation de mares, avec un effet indirect au niveau de la biodiversité. Donc, on est actuellement à l'ordre de plus ou moins 4000 mares qui sont déclarées, donc ce sont des nouvelles mares, mais l'idée, c'est vraiment de développer l'accès, enfin, développer la création de mares de plus en plus. Donc, vous voyez ici à droite, ce sont des mares qui sont, pour ainsi dire, pas accessibles au bétail, parfois limitées à l'abreuvement. Alors, la première chose, donc les mares, c'est un effet direct, je vais dire, au niveau de l'eau, mais on peut avoir des effets indirects. Donc ici, vous avez une autre mesure qui concerne les prairies naturelles. Donc, ça concerne également le maillage écologique. Donc là, on a vraiment un effet qui n'est pas direct par rapport au cours d'eau, mais par rapport notamment aux problèmes de ruissellement, aux problèmes de… Ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui est un effet à peu près indirect. Donc, c'était rapidement concernant les MAE. Maintenant, également rapidement, donc je vais vous parler un petit peu de la cellule GISER. Donc, je vous disais, c'est une cellule qui dépend de la région wallonne et qui se traduit par la gestion intégrée du sol, érosion et ruissellement. Donc, on a vraiment essayé de trouver des solutions concrètes par rapport aux problèmes d'érosion et de ruissellement qui l'accompagnent.
Alors ici, simplement une petite carte qui est reprise donc, de la cellule Gisère. Et on voit bien au niveau de la région wallonne, bah, toutes je veux dire, les communes qui sont concernées principalement par les problèmes liés à l'eau, de ruissellement, etc. Et on voit vraiment que ce sont les communes du Nord qui sont les plus impactées. Voilà. Alors ici, petit cas concret que nous avons traité donc, au niveau du contrat de rivière avec la cellule Gisère, donc c'est sur la commune d'Étal, ici tout près chez nous, avec des problèmes de ruissellement qui viennent en fait, vous voyez ici au-dessus, vous avez des champs agricoles, donc principalement ici du maïs, mais ça peut être aussi de la pomme de terre, des choses comme ça. Et le problème, c'est que l'eau suit les flèches rouges et arrive au niveau des nouveaux lotissements, nouvelles maisons qui sont créées en contrebas, avec également le passage de l'eau qui se retrouve sur la route communale. Donc le problème est multiple, on a un problème agricole, on a un problème d'érosion, on a un problème d'inondation ici et également d'inondation de la route. Et donc ce problème-là, il concerne à la fois l'agriculteur, les riverains, mais également la commune donc, qui est responsable de la gestion de la voirie. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait venir la cellule Gisère, on a fait des réunions de terrain, de concertation, pour pouvoir aboutir à une solution. Et donc, on a reçu un rapport avec le listing des différents dégâts. Donc, vous voyez ici hein, les nouvelles constructions, et on voit vraiment, ici, on est vraiment au bout du champ, mais l'eau va descendre ici et va inonder ici toute la maison, et même les maisons qui se situent de l'autre côté de la rue et la route. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place. Vous voyez ici, hein, création de fossés, création de bordures. Ici, on va rehausser la bordure de la terrasse pour que l'eau ne rentre plus, au moins la limiter. Faire un contournement, on peut faire un fossé. Alors, ça, c'est toutes des choses que tout le monde peut faire, mais la cellule Gisère amène son expertise avec un listing des priorités. Donc, on va prioriser les différentes actions. Donc, c'est vraiment un bel exemple de concertation que l'on a avec les riverains, la commune, l'administration et le contrat de rivière pour apporter des solutions qui sont très locales. Parce que les problèmes sont souvent très locaux en matière de ruissellement chez nous. Voilà, j'en ai fini. Et donc, je vous remercie et on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Alors, moi, j'en aurais une pour commencer. Oui. La zone tampon de 6 mètres, elle est définie de où à où? C'est une excellente question. Alors, elle n'est pas définie exactement comme vous le faites, c'est-à-dire que vous le faites par rapport à la hauteur d'eau maximum, si j'ai bien retenu ce qui a été présenté mardi. Ici, c'est la ligne des hautes eaux, c'est la ligne naturelle des hautes eaux, récurrence 2 ans. C'est la récurrence 2 ans pour la ligne naturelle des hautes eaux. Oui. Alors nous, la définition n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est 6 mètres en fait à partir de la crête de berge. Donc on identifie effectivement un décaissement au niveau du lit mineur du cours d'eau. Et lorsqu'on a une rupture de pente au niveau de ce décaissement-là, eh bien on a ce qu'on appelle la ligne de crête du talus du cours d'eau quelque part. Et donc c'est vraiment à partir de cette rupture de pente qu'on identifie les 6 mètres. Alors c'est vrai que dans la pratique, c'est pas toujours très clair. Le résultat, c'est qu'au niveau du contrôle, parfois, on a certaines difficultés à pouvoir préciser exactement où on est. Mais d'une manière générale, pour la majorité des cours d'eau, c'est une définition qui s'applique assez bien. Donc, c'est vraiment par rapport à la crête de berge du cours d'eau et pas par rapport à la ligne des hautes eaux. Là, on a une question sur les compensations financières. Comment sont-elles financées? Par qui? Et est-ce que c'est du 100%? Est-ce que c'est une partie? Alors, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait faire une conférence pendant 3 jours là-dessus. Tant c'est relativement complexe. D'une manière générale, comme je l'ai présenté, on a en fait un volet très important de subventionnement qui vient de l'Europe, avec des conditions très spécifiques sur toute une série de mesures à mettre en œuvre par l'agriculteur pour obtenir ces compensations financières.
et donc, il y a vraiment toutes des mesures de base qui doivent être contrôlées pour obtenir ces aides au niveau européen. Et puis, alors, on a un autre volet qui est aussi toujours des aides européennes pour tout ce qui est plutôt environnemental, là, vraiment spécifiquement. Donc, en fait, il y a deux piliers au niveau de la réglementation européenne. Et dans ce deuxième pilier, c'est notamment tout ce qui est les MAE, dont Yannick a parlé. Mais là, vraiment, c'est essentiellement une aide financière de l'Europe et en partie aussi des aides à caractère régional. Donc, c'est vraiment à ces deux niveaux-là que les aides sont octroyées. Et le montant des aides est différent d'une mesure à l'autre. Mais ça, on a les données. Je pense qu'on peut vous les transmettre si vous en avez besoin, pour vous donner un peu une idée des chiffres. Voilà. Par exemple, un agriculteur chez vous qui veut faire une haie brisant, est-ce que c'est subventionné à 100%? Est-ce que c'est subventionné comment ça marche? C'était une représentation, c'est pas 200 €. Donc en fait, c'est pas subventionné à 100%. On a plutôt une indemnisation qui est donnée au linéaire en fait ici. Alors je suis pas spécialiste, mais j'avais en tête c'était de l'ordre de 200 € par 100 mètres. Je pense que c'est ça. Au niveau du linéaire de haie. Là, c'est à vérifier. Je peux vous retourner les informations si vous le souhaitez par courriel. On peut transférer les infos. Mais donc là, vraiment, on a très peu de subventionnement à 100% en fait. Donc, c'est plutôt une indemnité au linéaire en fait, forfaitaire. Donc, peu importe les matériaux qu'on utilise, les techniques qu'on utilise, pour autant évidemment que ça respecte un certain cahier de charges et certaines prescriptions. Mais donc, on n'est pas nécessairement à 100% des aides. Ok. Je pense que de toute façon, on en fera un plus concret terrain, un webinaire sur les actions qui sont sur le terrain. Des études de cas concrets un petit peu plus explicites. Oui, je pense que ça peut être effectivement très intéressant. Ici, on est resté très généraliste. Dès lors qu'on souhaite effectivement développer des aspects plus concrets en termes de mesures vraiment spécifiques et les aides et peut-être les prescriptions techniques, on a des spécialistes qui sont vraiment en charge de l'encadrement et de la mise en œuvre de toutes ces mesures-là. Et à ce moment-là, le mieux est d'échanger avec eux directement et ça peut être effectivement tout à fait pertinent. Ça le sera, très certainement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Peut-être simplement au niveau des plantations, il y a parfois des événements ponctuels où effectivement on peut avoir des plans gratuits. On a certaines opérations ici, notamment avec le parc naturel, avec des journées de plantation de haies, où là il y a un phénomène de remboursement total. Donc là, mais c'est vraiment du ponctuel. Comme dit Augustin, d'habitude c'est un forfait et voilà. Et ici, cette aide qui est mentionnée par Yannick, c'est une aide qui est pour tout le monde, qui n'est pas que pour le secteur agricole. Donc, c'est quelque part pour favoriser la plantation de haies ou d'arbustes, ou certains parcs naturels, certaines municipalités aussi proposent des plans à caractère gratuit et l'administration régionale aussi, dans certains cas et à certaines périodes. Mais au niveau du secteur agricole et au niveau des haies, là, il y a vraiment un forfait au linéaire qui est prévu. Ok. On a à peu près des subventions qui doivent ressembler à peu près basées sur les mêmes principes. Ouais. C'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir comparer. Hein. Wow, ça va se faire. N'en doute pas. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut arrêter là. Ok, très bien. Encore désolé pour les problèmes techniques du début. C'est vraiment indépendant de notre volonté. C'est les joies du direct. Tout à fait. Voilà. Merci bien pour votre présentation et puis au plaisir pour la prochaine. Ok, très bien, merci. Merci, au revoir. Au revoir.